Bonjour à tous, donc je suis Sébastien Ritier, pédiatre hémato-oncologue à l'hôpital Trousseau et je travaille avec Jean au centre de référence pédiatrique. Donc moi mon sujet aujourd'hui ce sont des histiocytoses moins fréquentes que l'histiocytose langueur ancienne et largement moins fréquentes qui sont donc l'exanthogranulome juvénile et la maladie de Rosay-Dorfman. Donc moi j'hérite aujourd'hui de deux sous-types de maladies histiocytaires. Donc tout d'abord, bon, juste la présentation de l'histiocytose, vous le savez déjà, mais c'est juste pour dire que histiocyte, ça veut dire cellules tissulaires, et c'est des cellules qui sont partagées par tous les tissus, parce que c'est des cellules immunitaires, donc qui est par définition dans tous les tissus, et qui regroupent donc des cellules immunitaires mononucléées, qui sont les cellules dendritiques monocytes et macrophages. Elles sont là pour nous défendre des microbes et nettoyer le corps, mais dans les histiocytoses, elles sont tout le temps activées, elles travaillent trop, et elles causent la maladie. Elles détruisent un tissu répondant non pas à une problématique infectieuse ou de nettoyage, mais elles sont dérégulées de façon anormale. Mais ce n'est pas un cancer. Voilà, elles n'ont pas les caractéristiques de cellules cancéreuses pour les histiocytoses dont on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est les données du registre français sur lequel Jean contribue de façon majeure ces 30 dernières années. Et comme vous le voyez, les histiocytoses vraiment très majoritaires, à la fois chez l'adulte et chez l'enfant, ce sont les histiocytoses langueur ancienne dont Abdelatif et Jean vous ont parlé. Chez l'adulte, il y a la maladie de Rosay-Dorfman qui est en vert, dont Julien a parlé, et qui finalement est, moi je vois ça en tant que pédiatre comme un pendant un peu adulte d'une histiocytose langueur ancienne un peu vieillie. Mais ensuite, il y a deux autres sous-types d'histiocytose non malignes qui sont l'exanthogranulome juvénile et la maladie de Rosay-Dorfman. Ce qu'on voit sur ce graphique assez nettement, c'est que les l'exanthogranulome juvénile, d'ailleurs c'est dans leur nom, ça concerne plutôt les jeunes enfants. Et la maladie de Rosay-Dorfman, en fait, ça concerne à peu près tous les âges de la vie. Mais vous voyez que ce sont des sous-types assez rares d'histiocytose. Donc ça, c'est la classification actuelle des histiocytoses que j'aime présenter, puisque ça résume un peu la situation. Donc pour simplifier les choses, Jean-François Émile, qui a été à l'auteur de cette nouvelle classification, a donné des lettres, comme ça au moins c'est plus clair. Vous voyez d'ailleurs que histiocytose langueur ancienne et Chester, ça correspond à la lettre L. Et donc xanthogranulome juvénile et Rosay-Dorfman ont chacune leurs lettres personnalisées. Et donc encore une fois, aujourd'hui, on parle de ces histiocytoses qui sont des pathologies non cancéreuses. Donc j'en viens à mes deux sujets. Le premier, c'est le xanthogranulome juvénile. Alors qu'est-ce que c'est? En général, pas grand-chose. C'est un bébé qui naît avec un bouton comme ça sur le corps, qu'on observe parfois même dès la sortie du ventre de la maman, un peu jaune, un peu graisseux, qui va vouloir avoir un aspect un peu graisseux, et puis en fait ça disparaît tout seul. Si bien que nous dans le registre, finalement, ces patients la plupart du temps on les a pas, et ça reste du domaine du pédiatre ou de la salle de naissance. Et donc ces formes cutanées uniques, elles ont été estimées comme étant vraiment la grande majorité. Dans ces études-là, 68%, mais probablement plus, parce qu'ils ne sont pas répertoriés. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle et que ça pose problème? C'est qu'il y a des patients qui ont des formes cutanées multiples, c'est-à-dire ces boutons un peu partout et qui ne vont pas régresser spontanément. Donc sur un plan esthétique, ça commence à devenir gênant. Puis il y a des patients qui ont ces boutons, ils ne sont pas non pas sur la peau, mais ils sont plutôt dessous, ou en tout cas dans les tissus sous-cutanés, et ça fait des grosses boules qui peuvent parfois comprimer, poser des problèmes. Évidemment, c'est un problème. Ensuite, il y a des atteintes extracutanées. Parfois, ça peut atteindre le système nerveux central. Et puis, il y a des présentations qui ressemblent un peu aux présentations d'histiocytose langueur ancienne sévère du jeune nourrisson. Ces formes littéraires-cives, hémato très disséminées. Mais là, c'est plutôt des caractéristiques de xanthogranulome juvénile. Et donc, c'est des patients qui sont cytopéniques, avec un gros foie, une grosse rate, qui peuvent parfois même mimer un tableau de leucémie aiguë. Donc, effectivement, ces patients sont à prendre en charge. Donc c'est prédominant vraiment chez le jeune enfant, je vous dis avant 1 an, mais quand même on voit que ces types de présentations juvéniles, on peut les voir quand même chez des patients un peu plus âgés, ça complexifie un peu les choses. Ici, si on ne le voit pas bien, ça peut donc atteindre une des atteintes qui est réputée, c'est l'atteinte de l'iris au niveau du globe oculaire et qui entraîne une petite... ça peut s'enlever peut-être. Ah, voilà, qui peut entraîner du coup un saignement dans la chambre antérieure de l'œil. Et vous voyez, il y a un petit niveau de sang. Donc effectivement, xanthogranulome juvénile, moi c'est un message que je passe quand j'en parle, c'est qu'à partir du moment où il y a une atteinte disséminée, c'est-à-dire plusieurs boutons, il faut aller regarder l'œil, puisque c'est un organe qui est sensible dans ces atteintes. Donc c'est une maladie sporadique
on ne connaît pas vraiment la cause ni l'origine, pour répondre à la question dont on a posé tout à l'heure. Il n'y a pas de transmission génétique connue et pas de facteurs favorisants identifiés. Voilà, donc vous avez compris qu'on ne connaissait pas grand-chose. On pense que c'est des cellules immunitaires du derme qui ont une activité dérégulée et qui donc s'accumulent et font cette espèce de bouton et donc parfois des formes un peu plus complexes. Mais quand on regarde ces cellules au microscope, elles ne prolifèrent pas très vite. Elles n'ont pas d'atypie cellulaire comme un cancer, et puis elles n'ont pas les marqueurs langerhanciens, donc c'est une histiocytose non langerhancienne. Donc comme on vous l'a dit, ces 15 dernières années, on est passé à l'ère moléculaire dans les histiocytoses. Donc dans la maladie dans les xanthomyoses juvéniles, il y avait assez peu de données, ça a été un peu à la traîne en termes d'exploration. Et jusqu'à ces 5 dernières années, peu de cas étudiés, d'ailleurs assez peu rapportés. Les mutations fréquentes dans l'histiocytose langerhancienne et Erdheim-Chester n'étaient pas rapportées, ou parfois très rarement la mutation BRAF600E, mais par contre dans les formes seulement du système nerveux central. La prise en charge, quand c'est une localisation cutanée simple ou non compliquée, c'est juste de la surveillance et ça a tendance à vieillir, à s'estomper, et donc il n'y a dans la plupart des cas pas de traitement nécessaire. Par contre, quand il y a des formes disséminées compliquées, il n'y a pas vraiment de guidelines, mais globalement ce qu'on applique avec succès variable, mais plutôt assez optimiste sur ces éléments-là, c'est des chimiothérapies basées sur les schémas d'histiocytose langerhancienne. Vinblastine, on en a parlé, avec des corticoïdes, plus ou moins de la mercaptopurine, donc sur des schémas calqués sur l'histiocytose langerhancienne. Et donc, pour vous montrer un petit peu quel travail on fait sur ces dernières années, et qu'est-ce que, donc, après l'histiocytose langerhancienne, on s'est intéressé à ces sous-types d'histiocytose plus rares. Il y a l'équipe de New York du MSKCC qui a repris 55 patients jeunes enfants, la plupart étaient des enfants, des jeunes enfants, avec xanthogranium juvénile, pour déterminer le spectre mutationnel. Donc ce qui montre, c'est que il y a beaucoup de cas où on ne connaît pas la cause mutationnelle, mais on retrouve parfois des mutations BAP2K1 qu'on retrouve dans les histiocytoses langerhanciennes, qui sont donc des mutations de la voie des MAP kinase, cette fameuse voie de signalisation dont on parle depuis ce matin. Et puis variablement aussi d'autres sous-types de mutations, mais vous voyez que le spectre est assez, chaque type de mutation représente un petit triangle. Donc nous avons fait cette étude, mais cette fois-ci sur notre cohorte, avec des patients qu'on suit de façon appropriée. Et sans surprise, c'est vraiment plutôt des patients avec atteinte disséminée. Donc vous avez vu que souvent c'est pas grave et c'est juste un petit bouton, mais nous on a surtout étudié les formes disséminées parce que finalement c'est ces patients-là qui nous avaient été rapportés et qui posent problème, pour lesquels on a pu récupérer des biopsies et faire les analyses moléculaires. Et ce que vous voyez, c'est que alors que pour les histiocytoses langerhanciennes, on peut déterminer pour 80-90% des patients le statut mutationnel, pour les xanthogranium juvéniles, la plupart des cas, pourtant, même si c'est des présentations sévères dont on aimerait bien savoir le statut mutationnel pour poser une thérapie ciblée et les applications des connaissances moléculaires, ici on a assez peu de statut mutationnel retrouvé. Et donc ça nous a permis aussi de commencer à, et d'ailleurs ça a été publié, de rapporter des premières données sur notre cohorte de patients avec ces atteintes disséminées et plus complexes de xanthogranium juvénile, avec, vous voyez, des patients qui ont des atteintes assez variables, parfois hémato, de l'orbite et ophtalmo, j'en ai parlé. Et donc vous voyez que c'est vraiment des très jeunes enfants. Et puis donc ce qui est intéressant, et je voulais souligner, c'est que, alors que pour les autres triangles, en fait, ce sont des mutations ponctuelles de gènes, c'est-à-dire ce sont des gènes qui vont garder une structure normale, une protéine qui va garder globalement une structure normale, mais à un endroit précis de cette protéine, lié à une anomalie de son code génétique, il va y avoir une mutation et donc ça va lui donner un peu un super pouvoir à cette protéine. Dans ce cas-là, dans l'exanthogranium juvénile, ce qui a été montré, c'est que ce n'était pas des mutations comme ça, juste ponctuelles au niveau d'un gène, ça allait être deux gènes qui normalement sont éloignés, qui vont se rassembler et qui vont créer une néo-protéine, une nouvelle protéine, mutée avec un super pouvoir, et donc ce qu'on appelle un gène de fusion. Et donc ces protéines de fusion, ça a été rapporté donc, par l'équipe du MSKCC. Nous, dans notre étude qu'on vient de publier, on n'avait pas utilisé ce type, enfin en tout cas on n'a pas rapporté les résultats avec ce type d'analyse, parce que c'est des analyses un petit peu différentes que nous réalisons par rapport à ce qu'on faisait actuellement dans les études génétiques. Mais donc, ces dernières années, nous appliquons quand même ces recherches de gènes de fusion. Et donc, on peut dire qu'entre 2010 et 2020, on était sur les études de mutation un peu ponctuelles du génome. Et maintenant, on cherche également des gènes de fusion dans les maladies histiocytaires depuis 2020. Et donc, je vous illustre par le cas d'un jeune nourrisson, c'est du très concret.
mais ce qui montre que même dans l'exanthogranium juvénile, des formes un peu complexes, l'apport du moléculaire est significatif. Donc un jeune nourrisson qui naît avec des petits boutons un peu jaunâtres qui inquiètent personne, c'était au creux de l'été l'an dernier. Il est suivi, on se revoit dans 3 mois, sauf que 3 mois après, vous avez vu, ça faisait des boules énormes, absolument inquiétantes. Et donc il a été référé à notre centre de référence, pour lequel on a commencé le traitement histiocytose langerhansienne-like, qui n'a pas marché. Le patient, bon, vous imaginez, était douloureux, etc. Et donc, avec cette fusion-là, KIF5B-ALK, nous pouvons proposer une thérapie ciblée, alors hors AMM, utilisée dans d'autres néoplasies, mais plutôt chez les adultes et chez des grands enfants, qui est le crizotinib. Et ce patient a très bien répondu à ce traitement et actuellement va bien être à domicile. Donc pour illustrer que tous les progrès finalement qu'on avait pu faire, parce que ça c'est une présentation qu'on avait pu présenter il y a 8 ans, c'est un petit peu ce schéma-là dans des histiocytoses langerhansiennes, maintenant dans l'exanthogranulome de présentation un peu bizarre, parce que vous voyez que on peut appliquer ces données moléculaires. Voilà, et donc sans transition, je vais passer à la maladie de Rosaille-Dorfman, parce que ma petite difficulté c'est d'avoir deux maladies à vous présenter. Donc Rosaille-Dorfman, c'est un petit peu différent. Déjà, c'est une maladie qui touche plutôt les ganglions. Donc en fait, ça présente plutôt, nous, en tant qu'hématologue, oncologue pédiatre, comme un lymphome. C'est-à-dire le patient arrive avec des énormes boules comme ça. On se doute que ce n'est pas un petit virus de passage qui fait ce genre de problème. Et on pense tout de suite, nous, à un lymphome, à un cancer des ganglions. Simplement, un peu la bonne surprise, parce que c'est de retrouver dans ces ganglions ces histiocytes qui sont finalement, qui n'ont pas de caractéristiques de malignité, mais qui présentent en leur sein une espèce d'enroulement, leur noyau et des cellules immunitaires sont enroulées dans ces histiocytes. On appelle ça l'ampéripolèse. Et puis avec d'autres marqueurs et d'expertise des anapathes, on permet de poser le diagnostic de maladie de Rosaille-Dorfman. Alors la plupart du temps, c'est vraiment des atteintes ganglionnaires, comme ceci. Mais en fait, comme dans toutes les histiocytoses, ça peut atteindre quand même tous les tissus, en particulier le pharynx, nasopharynx, sinus, la peau, les os, le système nerveux central, etc. L'autre caractéristique à savoir, c'est qu'il y a souvent un syndrome inflammatoire biologique et c'est des patients qui ont souvent de l'auto-immunité associée. Et donc il y a à la fois la présentation rosaille, c'est-à-dire des gros ganglions, parfois des atteintes au niveau de tissus, mais également un contexte auto-immun et inflammatoire à gérer en parallèle. Donc je vous rappelle que quand vous voyez le registre français, ça concerne tous les âges donc c'est une histiocytose plutôt rare. Globalement, on dit que ça concerne quand même globalement plus les enfants, mais plutôt grands enfants, adultes jeunes. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on dit que c'est un Rosaille-Dorfman d'accompagnement, puisque ça peut s'associer, juste juxtaposé, à une pathologie maligne authentique de type lymphome. Et pour cette seule histiocytose, il y a parfois un terrain génétique associé, pas pour tous les rosailles, mais pour certains. Et donc il y en a un, c'est le Faisal-Abad, avec des patients qui ont un tableau syndromique, c'est-à-dire avec une petite taille, des troubles de l'apprentissage, un diabète, une hypertrichose. Donc ces patients-là qui ont une maladie génétique authentifiée, génétiquement authentifiée, peuvent faire un rosaille. Et puis il y a d'autres maladies, vraiment rareté génétique, pour lesquelles ils peuvent également développer un Rosaille-Dorfman, mais c'est un petit peu l'originalité de cette histiocytose qui peut être associée à des maladies génétiques, mais cette fois-ci bien caractérisées. La prise en charge, souvent, ça évolue bien. Bon, comme beaucoup d'histiocytoses, dans à peu près la moitié des cas, il n'y a pas vraiment besoin d'un traitement et l'évolution spontanée va être favorable. Par contre, si l'évolution est non favorable, qu'il y a vraiment des gros ganglions qui compriment, qu'il y a des atteintes extraganglionnaires qui concernent des organes vitaux, qu'il y a de la fièvre, un syndrome inflammatoire récurrent, là on peut proposer des traitements, soit histiocytose langerhansienne-like, soit des immunosuppresseurs, soit également, si absence de réponse à ces traitements, la thérapie ciblée. Il n'y a pas de grand consensus, mais récemment, un groupe international auquel l'équipe française a participé a publié des guidelines pour un petit peu référencer les traitements efficaces et proposer les traitements de première et deuxième ligne. Donc là aussi, l'ère génétique et les apports génétiques arrivent, plus lentement pour les histiocytoses langerhansiennes, mais ils arrivent. Donc la fameuse équipe du MSKCC a publié en 2019 des données sur leurs patients, montre que là aussi on ne trouve pas souvent des mutations, mais quand on en trouve, c'est des mutations de la voie des MAP kinases, souvent,
comme dans les histiocytoses Langerhans et Erdheim-Chester. Nous, dans notre série française qui concerne que des enfants, on a retrouvé quand même 2 mutations BRAF V600E, donc qui peut quand même se retrouver, en tout cas pour notre série, dans les maladies de Rosai-Dorfman, et d'autres mutations également, les mêmes que rapportées dans l'équipe du MSKCC. Ce qui nous permet aussi de rapporter une série de 21 patients pédiatriques atteints de maladie de Rosai-Dorfman, dont la moitié ont juste des atteintes ganglionnaires et l'autre moitié ont des atteintes un peu plus complexes. On a remarqué également l'association avec des maladies génétiques authentifiées qui sont soit des déficits immunitaires, soit une rasopathie. 3 patients à noter ont été traités par thérapie ciblée, puisqu'ils étaient non répondeurs au traitement de première ligne donné, et ils étaient répondeurs. Voilà, donc en conclusion, finalement l'apport de ces dernières années, ça a été l'aire moléculaire qui est utilisée et qui s'applique maintenant à ces histiocytoses plus rares, qui permet d'améliorer leur classification. Vous avez vu que c'est des sous-types, mais même dans ces sous-types, il y a probablement des sous-sous-types, et donc ces données moléculaires permettront d'avancer. Si on veut mieux connaître une corrélation génotype-phénotype, comme on connaît dans les histiocytoses langerhansiennes, il faut avoir plus de patients, travailler sur plus de données, et donc la collaboration internationale est vraiment indispensable dans ce contexte. Et la thérapie ciblée, vous avez vu qu'on l'a utilisée, il y a des enfants pour lesquels c'est utilisé en cours. Est-ce que ça fera comme les histiocytoses langerhansiennes? Ça ne sera que suspensif, et il faudra dans un deuxième temps proposer d'autres traitements ou le continuer très longtemps. Ça, la réponse à cette question pour l'instant n'est pas encore tout à fait connue. Merci de votre attention.